L'objet de la troisième table ronde, c'est comment démocratiser l'accès aux produits biologiques. C'est forcément une question pertinente, notamment par rapport aux trous d'air observés ces dernières années dans la consommation des produits biologiques, qui a mis à mal beaucoup d'acteurs des chaînes, autant de la production, de la transformation et de la commercialisation. Ça a beaucoup désorganisé l'équilibre économique de ces acteurs, mais c'est aussi une question pertinente à l'aune de, quand on pense de production et développement de l'agriculture biologique. Bien évidemment, si on imagine un développement de la production, il faut aussi penser comment la consommation elle va évoluer. Donc on parle de 6% de consommation de part de marché des produits biologiques. On imagine qu'on pourrait monter à 12%. Et donc cette part de marché, il y a un marché, et le marché, ce n'est pas une nébuleuse opaque. Un marché, ça se segmente pour l'analyser. Et donc, si on revient à la question qui va nous permettre de segmenter un petit peu l'approche, démocratiser, donc quel public viser, quels sont les comportements différents, les sensibilisations différentes en fonction des classes socio-professionnelles, des classes d'âge, du capital culturel, la sensibilité à l'alimentation, à la santé. L'accès, eh bien entendu, on peut questionner les lieux où l'acte d'achat se fait, le type de commerce, on parle de magasins spécialisés, on parle de GMS, de hard discount, de marché de plein air. Il y a également la restauration hors domicile, qui est un lieu où, pour le coup, les pouvoirs publics ont la main par rapport à la commande publique ou les appels d'offres lors du choix de leurs prestataires de restauration. Et puis, quand on parle d'accès, on parle forcément d'accessibilité prix. Et donc, notamment, alors je ne me suis pas présenté, mais moi j'étais paysan pendant 23 ans, l'équité et notamment par rapport à le revenu du paysan qui produit le produit de brut de base. Ensuite, les produits bio. On peut en effet se poser la question de quels produits. On connaît tous, voilà, j'en parlais, les produits bruts, les fruits, les œufs, mais il y a forcément, quand on parle d'alimentation, tout ce qui concerne la transformation, et donc tous les tissus d'acteurs de la transformation, avec, on a vu ce qu'a donné tout le process d'industrialisation de l'agriculture ou de l'alimentation, avec des plus grosses fermes, des plus grosses usines, des plus gros outils logistiques, des plus gros lieux de consommation. Ça ne fait pas obligatoirement rêver. Et pourtant, on ne va pas nourrir toute la population qu'avec nos fermes. Donc, on a besoin de ce tissu d'acteurs de la transformation qui, aujourd'hui, proposent une offre, donc une offre existante, mais qui, demain, quelle offre doit-il proposer pour favoriser la consommation des produits biologiques? Et puis, dans cette question, il y a aussi le comment. Comment on fait pour accompagner ce mouvement de démocratisation de l'accès aux produits biologiques? Et là, je pense qu'on va avoir des éléments qui vont être donnés sur tout ce qui concerne la communication de masse, le besoin de communiquer sur les bienfaits du bio. Il y a eu la campagne Bioréflexe qui a été faite à l'initiative de la FNAB. Il y a également tout ce qui concerne le soutien à l'économie sur une certaine taille d'acteurs. Et puis, et on en a parlé ce matin, la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet qui est loin d'être abouti, mais avec des expérimentations localisées et qui peuvent permettre de penser, alors là, complètement différemment, notre relation à l'alimentation, aux biens alimentaires. En tout cas, il y a matière ça rentre dans la question comment justement démocratiser cet accès aux produits biologiques. Alors aujourd'hui, on a de la chance d'avoir sur notre table ronde, et je les remercie, 4 intervenants qui ont chacun une position très différente dans les filières ou dans leur capacité d'analyser et d'aborder ce sujet-là. On a d'abord sur ma gauche Pascal Ebel. Donc Pascal Ebel, vous êtes directrice associée au cabinet de conseil en marketing Seaways. Et vous allez nous parler des attentes et des préoccupations des Français par rapport à la santé.
Et notamment, vous allez parler un peu de ce qui concerne le santé globale, le One Health. Alors moi, j'en ai appris parce que je ne connaissais pas ça, mais je trouve ça très bien. C'est que ce que j'ai compris, je vous le dis rapidement, mais vous saurez le développer, c'est qu'il n'y a plus trop de distinction entre l'environnement et la santé humaine. Les gens comprennent qu'en fait, on est sur une toute petite planète et que si l'environnement ne va pas bien, notre santé ne peut pas bien aller. Voilà, donc ce lien-là qui est fait. Ensuite, Jean Verdier. Donc Jean, vous êtes président de l'agence Bio. Vous avez une longue carrière de transformateur et de paysan. Et vous allez nous parler pour l'agence Bio, déjà de l'intérêt, vu que vous êtes fait bien attaquer en ce moment, de l'intérêt de conserver ces missions indispensables de l'agence Bio. Et puis également, vous allez développer toutes les évolutions, les tendances, autant sur la production que de la consommation. Ensuite viendra le tour de Christelle Lehir. Vous êtes présidente du directoire de La Vie Claire, qui est donc une enseigne spécialisée dans la distribution des produits biologiques. Et vous allez nous détailler les atouts de ce type de distribution. Vous allez un petit peu nous faire comprendre comment vous qualifiez les consommateurs bio et puis comment vous accompagnez ces différents publics dans leur acte d'achat. Et puis vous allez également nous parler de comment vous sentez 2025, les tendances, les opportunités et peut-être les points sur lesquels il va falloir regarder de très près. Et enfin, Christophe Barnouin, vous êtes le PDG d'Ecotone. Donc, c'est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de produits bio, avec des marques très connues, comme Bjork, comme Bonne Terre, comme Danival, comme Clipper. Et vous allez nous faire d'abord une première diaporama des tendances lourdes de consommation AB, et assez fine dans la finesse des différents types de produits. Et vous aborderez aussi l'importance du tissu des entreprises de transformation. Et également, vous nous parlerez des recettes gagnantes quand on développe des marques, quand on veut rester leader sur un marché et qu'on veut conforter ses positions. Donc je commence tout de suite par donner la parole à Pascal Ebel. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, juste pour me présenter, ça fait plus de 35 ans que je suis les comportements des consommateurs et notamment j'ai une enquête qui s'appelle maintenant Nutrimétrie qui permet de mesurer ce que consomment les Français, donc à partir de carnets alimentaires à domicile, hors domicile, donc tout compris, hein, c'est vraiment leur alimentation et à l'intérieur, on sait s'ils bio ou pas. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était aussi de regarder comment évoluent leurs attentes et voir que finalement, il y a quand même eu des contraintes. En effet, vous les avez citées. Et on va juste mettre le premier slide et vous montrer que quand on essaye de travailler sur un sujet qui est l'alimentation saine et durable, on a finalement du côté des consommateurs des choses qui sont assez éloignées de la FAO, puisque j'utilise une enquête, hein, j'ai 2000 individus, donc c'est représentatif, et je pose une question ouverte pour essayer d'accéder à ce qu'on appelle les représentations des consommateurs. Et c'est vrai qu'en posant ce type de questions depuis 2000, je me rends compte que toujours le premier mot, depuis 2015, c'est le mot biologique. C'est-à-dire qu'à une question large où je demande aux gens de les inciter à des réponses préformatées. Vraiment, le mot biologique est cité. Là, dans 60% des gens, des 2000 individus, ont répondu spontanément biologique. Donc, autour de cette question-là, de comment fait-on pour aller vers une alimentation plus saine et durable, ils vont majoritairement, donc 31%, parler avant tout du modèle agricole. Donc, derrière modèle agricole, il y a évidemment le mot biologique. Raisonner, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ce qu'on avait mis en avant dans les années 80, donc c'est resté dans la mémoire des plus âgés notamment, et autour de ce modèle agricole, évidemment, on va voir apparaître les mots que vous voyez ici, sans pesticides, et donc c'est ces questions d'une production qui permettent finalement quand même hein, d'arriver à une meilleure santé pour le consommateur, l'agence bio. Que la première raison, et ça reste toujours vrai, et avant tout la santé quand on consomme ces produits. Mais on a aussi, et c'est vraiment important, en effet, une partie, donc là c'est 29%, et ce n'est pas un profil de consommateur qui est plus éduqué, qui est plus, merci beaucoup, qui est plus leader d'opinion, qui va en effet associer. Et j'ai
un des verbatims qui est qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine et durable? Et on répond, c'est un aliment qui permet d'avoir une bonne santé pour l'agriculteur, hein, il cite agriculteur avant le reste, pour ma santé à moi, pour la santé de la planète. Donc il y a vraiment ce lien qui est nouveau. En effet, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, mais petit à petit, les gens savent l'exprimer, alors pas en disant One Health, hein, mais en exprimant ce lien entre l'environnement. Si les aliments sont bien cultivés, ça sera meilleur pour ma santé. Et puis on a évidemment un groupe qui est plus petit, hein, qui va parler des messages du Programme national nutrition santé qui date de 2001, et celui qui est le mieux retenu, c'est fruits et légumes. On le voit dans le nuage de mots, hein, légumes et fruits sont les premiers aliments qui sont cités, mais aussi nitrogras, nitrosalé, nitrosucré. Donc là, c'est une partie de la population qui répète un petit peu les messages. On a un groupe 20%. Alors là, c'est vraiment ceux qui sont leaders d'opinion, qui vont vraiment vous parler de ce qui est un peu plus, je dirais un petit peu plus tendance, les nouveaux mouvements sur l'alimentation, qui sont d'aller vers des produits locaux, des produits circuits courts. Donc c'est sorti un petit peu avec le Covid, hein, cette tendance du régional, français, ça s'est vraiment développé. Ça a été un courant qui a été un petit peu quand même concurrent du bio. Et le fait de faire du fait maison. Donc ça, c'est cet idéal d'une alimentation qui soit vraiment proche du producteur, mais aussi où on n'achète pas de produits ultra transformés, puisque ça, c'est passé aussi, hein, dans la tête des consommateurs, même si c'est un concept qui est venu de la recherche. Les gens citent cette question d'ultra transformé. Donc cette catégorie de population va dire ça. Donc là, c'est vraiment les très éduqués. Et à l'opposé, on a 10% d'individus, et là, on va retrouver un peu ce sujet de l'insécurité alimentaire, qui vont vous citer des aliments indispensables. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une polarisation dans la population française, parce que les aliments indispensables aujourd'hui, c'est le poisson, la viande. Et donc, on a quand même voilà, des choses à faire pour améliorer la connaissance. Mais vu la période qu'on a traversée avec 20% d'inflation, on a vraiment des gens qui sont encore contraints, même si ça diminue. On n'est plus qu'à 32% de gens qui sont en insécurité alimentaire. On était à 37% il y a 2 ans. Et en 2011, dans la première enquête où ça a été mesuré, on n'était qu'à 11%. Donc on a une contrainte qui fait qu'en effet, le consommateur n'a pas le choix, hein, ça c'est important. Il n'a pas le choix d'aller vers ce dont il rêve, qui est l'agriculture biologique. Juste sur le slide suivant, ce que j'ai illustré, c'est les différences entre les tranches d'âge, hein, pour comprendre comment se fait le mouvement. Souvent, pour essayer de se projeter, ce qui est important, c'est de regarder ce que pensent les plus jeunes pour voir vers quoi on va. Donc évidemment, je l'ai écrit tout en haut, hein, tout le monde cite bio, mais ce que j'ai représenté ici, c'est les mots que disent les 18-24 ans et que ne disent pas les autres. Donc qu'est-ce qui différencie les différentes générations, les différentes tranches d'âge? Donc vous voyez que les plus âgés, ils vous parlent de bio, mais aussi d'agriculture raisonnée. On trouve un tout petit peu les mots agriculture régénératrice, mais c'est très très faible. Et ils vont parler des traitements. Donc c'est vraiment l'agriculture, comment elle est faite, comment les produits sont préparés. Donc les traitements, les engrais, les pesticides. Et le côté local, régional, c'est aussi les plus âgés. Vous voyez que les 55-64 ans, ils sont aussi, hein, parce que la première peur, ça reste le sans pesticides. Et puis, plus on va vers les plus jeunes, et plus on va vous parler de santé. Hein, finalement, une agriculture saine et durable, elle passe par le sain, et on vous parle de ce qui s'est mis en place depuis 2001, c'est-à-dire manger 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, c'est ce que disent les 25-34 ans. Et plus on va vers les jeunes, et plus on va vers du positif. C'est ce qui s'est mis en place. Je pense que le Covid a joué dans ce sens. Hein, c'est on était dans une vision de la santé qui était très négative, qui était sans. Ce qui a fait de la concurrence au bio, ça a été le sans résidus de pesticides. Eh bien, vous voyez que les 18-24 ans, ils vont parler de positif et parler de nutriments riches en. Donc, c'est évidemment la protéine parce que l'activité physique, le fitness se développe, mais aussi parce qu'il y a ces enjeux autour d'une végétalisation. Et donc, vous voyez, ils parlent de végétal, ils parlent d'environnement. Donc, eux, ils associent en fait, hein, le côté nutrition, nutritionnellement riche, qui va aller dans le sens d'une meilleure planète et cet rééquilibrage végétal-animal. Et donc, on voit comment ça évolue, hein, vers quoi on va. Ensuite, juste pour conclure sur le dernier slide, ce que je voulais vous rappeler quand même, c'est qu'en effet, on vient de traverser une période très, très difficile du côté des arbitrages des consommateurs sur l'alimentation.
qui a toujours des contraintes. Le pouvoir d'achat a été élevé en 2024. En 2025, ça sera moins le cas. Qu'en effet, en ce moment, il arbitre moins en défaveur de l'alimentation parce qu'il y a finalement une inflation qui finalement se tasse et qui vont, enfin, on l'a vu en mois de décembre, les consommateurs vont vouloir aller vers un plaisir qui est immédiat, qui est celui de porter une part importante sur l'alimentation. On a ces sujets dont je viens de vous parler, qui sont que finalement, quand on regarde la sensibilité à l'écologie, au changement climatique, c'est sûr que ce n'est pas ce qui progresse le plus. La France était le premier pays du monde à être préoccupé par le changement climatique il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, il est 8e, il n'est pas complètement, ça n'a pas complètement chuté. Mais que finalement, c'est remplacé par la santé. C'est vraiment la prévention santé qui est la préoccupation première. Et que dans cette préoccupation santé, ça a changé de façon de formuler les choses. Il y a 10 ans, c'était se guérir. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la prévention. Et c'est pour ça que l'alimentation devient un sujet pour la préoccupation santé. Et et les jeunes surtout, c'est eux qui ont compris en fait cet atout d'une alimentation qui soit saine pour être en meilleure santé et pour améliorer le bien-être. Et donc, ils ont mieux compris, en fait, et on voit que les consommateurs ont quand même le discours a mûri en 5 ans, et notamment, on sait citer les maladies futures. Donc, il y a vraiment cette amélioration sur ce volet-là santé. Et donc, si on essayait de se dire comment démocratiser, comment aller vers une offre plus large et comment développer le bio, je pense que ce qui est important, c'est qu'évidemment, le fait d'être prêt à payer plus, ça va aller un petit peu mieux en 2025, mais on a quand même une contrainte qu'on ne peut pas, on peut pas l'oublier, et qu'évidemment, il faut arriver à faire changer les régimes alimentaires et d'aller vers des choses qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que dans cette question que j'ai posée, les 2 vrais leviers qui sont réduire le gaspillage alimentaire et aller vers un régime alimentaire plus végétal, il y en a très peu qui le citent. Réduire les déchets, j'en ai 5-6% qui le citent, et aller vers plus de végétal ou moins de viande, j'en ai que 5% qui citent ça. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et notamment de se mettre tous d'accord pour assumer de le dire, en fait, qu'il faut moins gaspiller et aller vers un régime végétal. C'est pas facile. On ne peut pas dire que les choses bougent beaucoup en France, mais c'est que comme ça qu'on arrivera sans doute à libérer du pouvoir d'achat pour aller vers plus de bio. Et puis ensuite, bien comprendre que quand on regarde ce que les gens mangent, et ceux qui sont en insécurité alimentaire, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont très peu équipés. L'équipement pour faire de la cuisine, ils ne l'ont pas. Quand je structure les 32% de gens en insécurité alimentaire, j'ai des étudiants, donc 58% des jeunes de 18 à 24 ans sont encore en insécurité alimentaire. Ils ne sont pas forcément équipés parce que ce qui pèse, c'est la charge du logement. On a des familles qui, eux, sont équipées, qui, eux, peuvent faire plus de cuisine. Mais on a aussi des gens qui sont isolés. Et notamment, il y a des gens qui n'ont jamais fait de cuisine de leur vie, qui se retrouvent seuls. Et ce sont les hommes seuls, on n'y pense pas. Mais ils ne sont pas prêts à faire la cuisine, ils n'ont pas envie de faire la cuisine. Donc quand on voit ce qui se développe en termes de consommation, comment évoluent les régimes alimentaires, on va vraiment vers plus de produits tout prêts. Il ne faut pas l'oublier, ça ne s'inverse pas, on ne va pas plus vers plus de cuisine. Donc il faut diversifier, il faut pouvoir proposer plus d'offres. Pour que dans le régime alimentaire, on ait plus de bio, il faut qu'il y ait du bio sur autre chose que simplement des fruits, des légumes, des œufs et du lait. Il faut aller sur des produits plus compliqués, plus complexes, même si c'est pas forcément... Il y a une contradiction, c'est évident, les gens ne veulent pas d'ultra transformés, mais dans la vraie vie, avec les contraintes de temps et économiques, on va aller sur le plus facile. Donc c'est important de penser à ça aussi et d'être sur tous les nouveaux produits. Et ça, on sait ce qui va progresser. On le voit dans les enquêtes que je mène. On sait bien que les graines, ça se développe dans la consommation, les légumineuses, tout ce qui va... Les produits complets, avec des céréales complètes qui progressent assez fortement parce qu'il y a eu du marketing qui a poussé à ça et c'est une réalité. Donc en fait, il faut arriver finalement à être sur tous les fronts pour élargir un petit peu l'offre et bien sûr être aussi disponible dans plus de points de contact, donc y compris la restauration, ce qui pour l'instant est assez, c'est la même chose pour la végétalisation. Voilà, donc la question du prix reste toujours importante, donc évidemment il faut réglementer pour arriver à rééquilibrer l'écart de prix entre le conventionnel et le bio. Voilà, je vous remercie.
Donc merci Pascal pour ce premier constat dressé à partir de vos enquêtes qui montre que l'agriculture biologique ressort quand même chez 60% des Français par rapport à leurs attentes concernant la santé. Donc c'est plutôt encourageant. On voit que le discours n'est pas trop brouillé, mais un petit peu quand même avec tout ce qui est régional et local. Et donc, une des questions qu'on pourra se poser, c'est comment l'agriculture biologique s'empare du local. La FNAB l'avait bien compris, bio et local, c'est l'idéal. Et puis, bien sûr, insister aussi sur la contrainte prix avec le contexte inflationniste qu'on a eu ces dernières années et qui impacte toutes les populations, et même les populations CSP+, puisque malgré tout, elles doivent aussi repenser la priorité de leurs dépenses. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Alors on va maintenant donner la parole à Jean, qui va donc nous présenter, parler de l'agence bio, et puis des grandes tendances. Oui, merci Vincent. Pascal, le programme est chargé là pour qu'on réussisse à rentrer dans toutes les ententes et tout ça dans une réflexion globale de mission par rapport à la planète, par rapport à tous ces sujets. Donc merci en tous les cas aux organisateurs de nous permettre de présenter dans cette salle que j'ai fréquenté ces derniers temps. Vous savez, c'était évoqué l'amendement d'un certain sénateur qui avait porté, après, je dirais, l'autre assemblée, l'Assemblée nationale, qui avait présenté aussi un amendement de ni plus ni moins d'arrêter l'agence bio. Ceci dit, je vous rassure, a priori, tout est aligné puisque toutes les organisations professionnelles candidates aux chambres d'agriculture, toutes les 7 familles de la et au-delà, qui composent l'agence bio, se sont déclarés en faveur du maintien de cette agence bio. Donc, pour le moment, même si tout n'est pas sauvé, ça va mieux. Mais enfin, merci en tous les cas de pouvoir expliquer, parce qu'il faut toujours redémarrer, faire de la pédagogie sur ce que nous faisons. Et nous avons principalement 3 missions. 3 missions avec très peu de monde, tout compte fait. On est 24 personnes. Donc, et un budget avant retaille, parce que l'agence est sauvée, mais les budgets ne sont pas, le contexte étant ce qu'il est, les 30 millions ne sont pas complètement sauvés. Mais enfin, les tutelles que l'on a priori, ont décidé de nous soutenir, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. Donc, je vous le disais, on a 7 familles, ça part depuis les organisations professionnelles d'agriculteurs, la FNAB ici présente, les chambres d'agriculture présentes également, mon prédécesseur Loïc, que je ne vois plus, si, ah voilà, pardon, qui est là, et l'ensemble des chambres d'agriculture qui nous soutiennent. Alors, bien sûr, les transformateurs, vous avez tous les logos, les transformateurs, la coopération agricole qui porte à la fois le monde agricole et le monde de la transformation, la FCD, donc toutes les grandes surfaces, le syndicat de distribution des produits bio, magasins spécialisés, voilà, la vice-présidente et présidente du Synadis, Christelle, et puis également dans les territoires, les interpros régionales qui portent le fait bio. Donc, on a trois grandes missions. La première est d'informer, on dit la communication, mais en réalité, on s'aperçoit en écoutant les différentes tables rondes que informer, c'est aussi surtout faire de la pédagogie. Ce n'est pas uniquement déclencher l'acte d'achat, c'est expliquer toute la profondeur que porte, tout l'aspect holistique que porte l'agriculture biologique. Et ça, on le met en œuvre. Et je vous invite à venir nous voir au Salon de l'Agriculture, où on présentera la nouvelle campagne, puisque tu disais bioréflexe, non, ça a pivoté, c'est dans l'action, à savoir ayons le bioréflexe, qui va démarrer donc la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture. L'analyse, bien sûr, des chiffres, scruter le marché, ça c'est une de nos missions également, qu'il soit dans le monde agricole des surfaces et des filières, ou qu'il soit dans le monde de la consommation également. Et enfin, financer la structuration des filières, c'est-à-dire qu'on a un petit budget, que je vous disais, de 18 millions, qui n'est pas complètement sécurisé, loin de là, mais qui permettent de fabriquer, de transformer du français grâce à ce qu'on appelle le Fonds Avenir Bio. Alors, où en est aujourd'hui la consommation? Alors, ça a été évoqué plusieurs fois, hein, je m'excuse pour les redites, mais 6% seulement du budget des courses, il a un peu repris du poids de la bête, mais est dépensé en bio.
Donc ce chiffre a été en baisse, il est plutôt, je dirais, stabilisé à la minute. C'est à peu près le même qu'aux États-Unis. Mais quand on voit nos petits voisins et plus grands, les Danois notamment, qui sont à 10 ou 12, et les Autrichiens également, et qui ont une consommation dans leur assiette qui est bien développée. Donc quand les mauvaises langues disent bon, non, c'est un plafond de verre, là vous n'arriverez plus, non, il n'y a aucune raison, et on peut continuer à pivoter vers une consommation beaucoup plus vertueuse. Toute cette consommation se fait principalement à domicile, d'où l'importance, effectivement, si on ne cuisine pas, il faut coller quand même à la demande, tout en respectant nos cahiers des charges qui vont, bien sûr, de l'agriculture à la transformation. Donc 6% est fait dans les cantines, et ma foi, c'était très intéressant de voir ce matin toutes les présentations qui ont été faites, et c'est quelque chose qui se développe bien, mais pas assez fortement, évidemment. Il faut savoir que souvent, ça n'a pas été dit, mais tout le monde le sait, que le principal repas et le bon repas se fait à la cantine et ne se fait pas chez soi pour beaucoup de populations. C'est souvent un prolongement de l'action sociale que de bien nourrir les enfants au moins une fois par jour à l'école. Donc, ça, c'est pas idéal, mais c'est pour ça que l'agence bio met 3 ou 4 collaborateurs qui s'occupent justement de faire pivoter et de faciliter et d'expliquer et de faire de la pédagogie auprès des élus, auprès des organisations, auprès bien sûr du Salon des maires de France, afin d'expliquer et de faire cette transition. La loi Egalim, oui, on en est tous là. C'est une loi qui est d'intention, mais qui ne s'impose pas, ou du moins qui n'a pas de pénalité ou d'encouragement fort pour y amener les 20% en restauration bio, en restauration collective. Et la restauration commerciale, bon, il y a 1%, 1-2%, c'est difficile à mesurer, où le vin représente le principal ambassadeur sur les tables des restaurants. C'est déjà une bonne entrée. Ça concerne les Français, on aime bien manger, bien boire. Pardonnez-moi, à l'Assemblée nationale, j'ai sorti une bouteille de vin, que je vous expliquerai tout à l'heure. On m'a dit, cachez-la, vous n'avez pas le droit de... J'ai sorti des œufs, non pas de marque non plus, ou de filière. Alors bon, là, je me suis tenu à vos règles d'élus. Voilà, j'espère que vous l'avez préparé. Il y a de bonnes caves au Sénat. Le marché a stagné, même si on voit donc je parle de 2024, même si on voit qu'il se redéveloppe un peu. Les ventes augmentent en magasin des bio, et Christelle vous l'expliquera plus finement, avec 8% l'année dernière. C'est pas mal, 8% en valeur, hein. C'est largement au-delà de l'inflation. Donc c'est vraiment une hirondelle qui nous montre vraiment la voie d'un redémarrage d'une stagnation qui a duré 3 ans. C'est beaucoup 3 ans, mais enfin, c'est bien. Et par ailleurs, ça n'a pas entièrement compensé la baisse qu'on avait dans les référencements, dans la grande distribution. Ceci dit, que ce soit le mois de janvier est très bon en magasin spécialisé bio. Je crois qu'il est sur le même trend. Et ensuite, en grande surface, Christophe vous expliquera plus finement également, mais il y a une stabilisation du déréférencement, ou quasi déstabilisation, et du chiffre d'affaires aussi, sur le mois de janvier. C'est intéressant d'avoir parce que ça va très vite, ça a été très vite dans l'effondrement, mais ça va très vite, c'est assez vigoureux, quoi, hein. Ça, c'est important. La grande distribution, c'est quand même essentiel, puisque ça fait 47% sur les périodes, 47% à peu près du volume de la, comment dirais-je, des ventes de produits bio. Donc on ne peut pas le négliger, et il y a beaucoup d'acteurs, heureusement, qui s'y attellent. Les marchés, quand même, il y a quand même des marchés en croissance. Je dirais l'hirondelle, elle migre aussi, elle vient aussi des pays du Nord, à savoir que la Suède, la Finlande, tout ça, l'Allemagne même, on avait Biophare, et plusieurs d'entre nous étaient à Biophare, et c'est quelque chose qui aussi redémarre comme marché. Donc, alors je n'ai pas les derniers chiffres des États-Unis, je ne sais pas où ils en sont, malgré le tsunami trumpiste, mais bon, je pense que le consommateur lui est toujours au rendez-vous, il comprend bien l'intérêt que présente l'agriculture biologique. Alors, où en est la filière dans les champs, dans nos... Comment dirais-je, l'assiette, c'est bien, c'est le marché, c'est essentiel. Mais comment c'est stabilisé tout ça? Alors, je n'ai pas les chiffres exactement de 2024, mais l'année d'avant, qui était quand même dans la tendance, on a eu un petit solde positif, qui n'est pas significatif. Je parlerai sur 66 000 agriculteurs. Pour qu'il y en ait 700 de plus, ça montre que bon, c'est un espoir, mais ce n'est pas satisfaisant.
L'aval, par contre, il y a eu un peu moins d'opérateurs transformateurs, il y a eu des regroupements, beaucoup des rachats et quelques dépôts de bilan également. Donc là, je dirais qu'on suit à peu près l'évolution des difficultés que peuvent rencontrer les transformateurs globalement. Mais il y a eu pas mal de fermetures de magasins. Et là, par contre, on touche le fond et on semblerait que ce soit mieux. La répartition entre les producteurs pure player en bio et ceux qui sont en mixte, bon, il y a quand même aussi, là aussi une évolution. Il y en a ce qu'on appelle la déconversion. Il y a quand même un petit mouvement qu'il faut suivre de près. Et il est temps de leur donner justement, de les accompagner pendant cette période, ce que les organisations agricoles ont expliqué plusieurs fois aux différents ministres. Et par ailleurs, de lancer des signaux aussi, de dire, attendez, ne classez pas le dossier, ça repart. Parce qu'on a plus à faire dans les ministères. Je ne parle pas des administrations, on a beaucoup d'amis et beaucoup d'alliés, mais on a affaire souvent à des gens qui suivent la tendance majoritaire de sceptiques. Mais bon, on a quand même des chambres d'agriculture, des syndicats pure players comme la FNAB, et qui sont là pour dire, ben non, il faut y aller quand même. C'est un créneau qu'il ne faut pas lâcher. Il y a une chose qui a été dite ce matin, c'est de rapprocher, de recréer le lien entre le monde agricole et la ville et l'urbain. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a aujourd'hui un quart des fermes agricoles qui font de la vente directe. Et cette vente directe, elle fait du lien entre les deux mondes. Et c'est quand même 26 000 points de vente, et c'est beaucoup plus qu'en conventionnel. En conventionnel, il y a à peu près un quart qui fait de la vente directe, un petit quart même. Et alors que là, on est à 40%. Et je peux vous dire que dans les motivations des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer en bio, c'est une grosse motivation. Ils ont envie de faire de la vente directe, ils ont envie d'expliquer cette fierté qu'ils ont de leur métier. Et quand on parle de réinstallation, je dirais, hors slide, je parle sous contrôle de mon collègue et prédécesseur à la présidence de l'agence, 30% au moins et 40% suivant les régions, des porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture ou reprendre la succession, eh ils disent on veut bien y aller, mais à condition que ce soit en bio. Donc on est une réponse à cette installation. Ça veut dire qu'il faut nous offrir des débouchés, d'où notre rôle essentiel les uns et des autres ici autour de la table et dans cette assemblée. Alors les surfaces agricoles, on a à peu près 10%, c'est pas mal, hein. C'est quand même, même si ça plafonne, c'est quand même 2,8 millions d'hectares. Bon, ça fait du monde. Avec quelques grandes déconversions qui étaient des gens qui étaient assez récents souvent en agriculture bio, surtout en céréales, qui concernent beaucoup la région parisienne, entre autres. Mais on est quand même quasi champion d'Europe en surface agricole bio avec l'Espagne. Alors, les évolutions par filière, vous avez le chiffre, je ne vais pas toutes vous les commenter. Il y a des filières qui se sont rééquilibrées par rapport entre la demande et l'offre, par rapport à la rentabilité, parce qu'il y a des gens qui avaient fait leur business plan, enfin leur compte d'exploitation, sur la notion d'équilibre, un certain prix de marché, et qui se sont retrouvés assez embêtés. Donc c'est vrai qu'on a des conversions dans le domaine des céréales notamment, puisque le différentiel n'est pas toujours ce qu'il devrait être, et on ne paye pas au juste prix le produit bio. Donc vous voyez, les choses qui marchent bien sont les semences, les produits d'estive, les plantes médicinales, et puis également l'apiculture qui sont en croissance. Mais à côté de ça, vous avez quand même aussi des filières qui marchent bien, comme dans le domaine bovin ou dans le domaine de l'apiculture également. Voilà, je vous laisse les chiffres tels qu'ils sont. 1 minute. Donc je vais aller. Voilà, j'ai un petit slide. Je vous laisse le lire. On vous le fera passer. Donc, je voulais dire, on parle beaucoup de souveraineté. Si vous voulez, la souveraineté, elle est souveraineté et balance commerciale. Souveraineté, c'est par rapport à une sécurité. Ça a été beaucoup développé ce matin à l'achat de proximité. Mais c'est les imports de soja qui ne sont pas faits, des imports d'engrais chimiques qui ne sont pas faits. Et tout ça, ça contribue à la fois à la souveraineté, c'est-à-dire à notre indépendance, et également à notre balance commerciale, puisqu'on parle aussi économie.
Et la deuxième chose, c'est que dans les circuits courts, et notamment la restauration collective, on achète traditionnellement, hors produits exotiques, on achète 82% de produits qui sont cultivés ou transformés en France. Dans le domaine de la restauration, je parle sous le contrôle de nos experts de tout à l'heure, plus de 80%, je pense qu'on est plutôt à 90% à partir du moment où il y a de la restauration bio en local avec les cantines notamment, où c'est facile et c'est la contractualisation dont on parlait. Je voudrais redire, alors je n'ai pas ma bouteille, mais on va la boire, c'est ce que nous dit notre ami. Mais le vin en France, c'est quand même 22% des surfaces. Le vin bio, c'est 1,5 milliard. Il n'est pas affiché, je vous le donne en off. Et c'est 37% en exportation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la balance commerciale, le vin bio contribue à un demi-milliard, je dis bien un demi-milliard, et pratiquement pas grand-chose en importation, à un demi-milliard à la balance commerciale de notre pays. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est quand même important. Donc quand on veut nous parler économie, je suis prêt à parler sur d'autres sujets de l'économie. Quand on nous met ce sujet, y compris pour l'agence bio, je parlais tout à l'heure, juste les 30 secondes qui nous sont accordées, Vincent. Je dirais une chose pour l'agence bio, puisqu'on nous a beaucoup attaqué sur ce plan-là. Quand on met 1 euro d'aide aux entreprises, aux porteurs de projets en investissement, ça leur permet d'aller vers les régions, d'aller vers les banques, d'aller vers les associés, d'aller vers l'Europe, de lever 4 euros. De même, dans une autre mission sur laquelle nous allouons des moyens, qui est la communication, quand on met 1 000 euros sur un projet, achat d'espace, on arrive à initialiser à peu près 4 000 euros. Que ce soit là aussi dans les régions, les gens qui se réapproprient les projets, que ce soit dans les filières à métiers, le lait, la viande, les céréales, etc., les fruits et légumes, ou que ce soit dans les projets plus locaux. Et je dirais que c'est mes collègues fabricants de marques et de circuits qui aujourd'hui quand même ont le principal budget de communication. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on les incite à communiquer, s'il y a un effet de levier du côté des marques, mais on crée un climat qui permet aux uns et aux autres de relayer et de communiquer. Voilà. Merci en tous les cas pour votre écoute. Merci Jean, on voit bien que la reprise est là, elle montre son nez même si elle est faible et fragile. Pourtant il y a des atouts à faire valoir, autant écologie, environnementaux et aussi économiques au niveau de l'économie nationale. En tout cas, on voit aussi qu'il y a eu un fort impact autant sur les acteurs de la production, de la transformation avec beaucoup d'arrêts, quelques installations, mais que le solde est à peine positif. Maintenant, Christelle, vous allez pouvoir nous parler de comment vous avez traversé ce moment à la vie claire, quelle analyse de la situation vous avez par rapport à la distribution, et puis quelles perspectives vous imaginez. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous parler plutôt de magasins spécialisés bio. Alors juste rapidement, donc effectivement le marché il est polarisé entre deux grands mouvements de distribution. La distribution qu'on appelle grande distribution, qui sont plutôt des généralistes et dont le chiffre d'affaires bio est une petite part en fait du chiffre d'affaires global. Et les magasins spécialisés bio. Alors j'ai le plaisir aussi d'être présidente du Synadis, donc de assez bien connaître la profession des magasins spécialisés bio. Plus petites boutiques ou boutiques de proximité. Ils sont à peu près 3000 en France et pour le coup, dont le chiffre d'affaires est 100% représenté par la bio. Alors on dit, suivant qu'on parle grande distribution, on parle du bio, le bio, et suivant qu'on est en magasin spécialisé bio, on parle de la bio, ce qui est un peu une coquetterie, je trouve, parce qu'au final, c'est le même bio, que ce soit en grande distribution, en magasin spécialisé bio, mais c'est pour ça que je dirais souvent la bio, parce que j'ai chopé le tic de langage. Le produit bio. Le produit bio, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, effectivement, ces magasins qui sont à peu près en France, leur business est 100% orienté sur la bio. Donc effectivement, quand il y a eu la grande crise qu'on vient de vivre en 2022, c'est ceux qui ont été le plus percutés, je dirais, par cette décroissance du monde de la bio. Et je vais essayer de vous donner la vision qu'on en a. Alors je vais beaucoup parler de MSB, magasin spécialisé bio, pour vous montrer un peu comment tout ça s'est passé sur les dernières années. Alors si on prend le premier slide, donc effectivement, pour la première fois depuis plus de 3 ans, alors moi je suis arrivée en plus en 2022, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le monde des magasins spécialisés. Avant, j'étais pendant une douzaine d'années à la tête de la partie épicerie des magasins Grands Frais. Et depuis 3 ans, il ne marche pas non plus mon micro. C'est vrai qu'ils n'ont plus de batterie après toute la journée. Est-ce que vous m'entendez bien? Au fond, oui.
Oui, c'est ça, il y avait plein de bavards juste avant. C'est super parce que du coup, maintenant, ça m'a coupé dans mon élan, donc merci beaucoup. Non, mais je sais où j'en étais. Mais donc, oui, 12 ans chez Grand Frais et depuis 3 ans, effectivement, en magasin spécialisé bio et donc chez La Vie Claire. La Vie Claire qui est la pionnière du monde de la bio. Alors, à l'époque, qui n'était pas bio, hein. On parlait naturel, on parlait diététique parce qu'elle est née en 1946. Donc là, je pense qu'on parle vraiment de l'ancêtre et on est né, nous, avec un humaniste qui était convaincu que le bien manger, la santé passait par le bien manger. Et effectivement, il a vécu toute sa vie en prenant ces valeurs-là, en créant d'ailleurs en 1946 la revue La Vie Claire qui prenait effectivement une alimentation saine, plutôt végane avant l'heure. Hein. Il parlait beaucoup des fruits et légumes avant même de parler du carnet. Et donc voilà. Donc pour vous donner un peu. Merci pour mon baptême du feu. Je suis ravie. Franchement, je ne connaissais pas ce que c'était de parler au Sénat, mais sans micro, c'est génial. J'adore. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Vous me faites des signes quand vous ne m'entendez plus, comme ça je reprendrai le fil. Donc, c'est un bisutage en réalité. C'est la première fois qu'on vient, comme ça on est bisuté. Le présentateur du plomb, c'est mieux. donc, vous voyez que depuis 2021, les magasins spécialisés bio, ils sont en forte décroissance, hein, -6 dès 2021. Mais alors là, on pouvait dire que c'était un peu la gueule de bois du lendemain de la pandémie, hein, parce que sous pandémie, tout le monde mangeait tout et n'importe quoi en fait, hein, bio, pas bio. Du moment qu'on pouvait manger, acheter du papier toilette, tout le monde achetait tout ce qu'il voulait en 2020. Et donc grosse gueule de bois du lendemain, je dirais, en 2021, avec un gros effondrement en 2022, puisque pour le coup, les magasins spécialisés bio ont enregistré un moins 10% de décroissance du chiffre d'affaires. 2023, alors selon les sources, on dit entre -1,5 et 0, mais c'est toujours une très très mauvaise année, puisque en 2023, il y a en moyenne dans les réseaux spécialisés à peu près entre 12 et 15% d'inflation. Donc là aussi, hein, vous voyez sur du long cours la très forte inflation qu'il y a eu les dernières années. Hein. On parle de entre 12 et 15 en 23, de 3 en 2022. Donc on parle quand même de 17-18% d'inflation. Déjà qu'on est sur un produit qui est en perception pour les gens est un produit relativement cher. Quand on prenait 18% d'inflation, effectivement, ça devient un produit de luxe. C'est un peu ce qu'on a vécu. Je vous donnerai moi les raisons qu'on a identifié je dirais, pas de désamour, mais en fait de déconsommation de la bio, parce que effectivement, comme c'était précisé tout à l'heure, les gens pouvaient plus se le permettre en fait d'acheter bio. C'est sur quoi on a été confrontés. Donc 2023, petite stabilisation, mais avec très forte inflation. Et effectivement, et je pense que c'est important aussi quand il y a les messages positifs, qu'on les donne, parce que moi je suis rentrée dans un monde où effectivement, à la fois les difficultés qu'il y avait sur l'amont au niveau des agriculteurs et à la fois en distribution, c'était vraiment la nécrologie de la bio. Enfin, moi je suis née dans la nécrologie de la bio, on m'expliquait tous les matins que la bio était morte, que les agriculteurs allaient mourir, que la distribution allait mourir. Donc je pense qu'il y ait des petits signaux positifs, je pense que ça vaut le coup vraiment de le mettre en avant. Alors nous aussi, on aura le plaisir d'être au Salon de l'Agriculture là, dans quelques jours, justement pour prêcher la bonne parole. Parce qu'avant tout, je pense qu'il y a quand même un message extrêmement positif autour de la bio à communiquer. Et peut-être comme on a tous été en très grande difficulté, on n'a parlé que des choses qui n'allaient pas sur la bio, alors qu'il y a tellement de choses positives autour de cet univers. Donc effectivement, depuis 2024, alors moi je suis extrêmement bavarde, donc je demanderais de me faire un signal aussi, peut-être en milieu de parcours, pour me dire ça fait 5 minutes, ça fait 6 minutes, voilà, une espèce de timekeeper. Mais donc 2024, ça va un peu mieux, plus 5,3%. Donc là, on est sur un périmètre total. Vous verrez qu'en périmètre constant, c'est un peu mieux. On a perdu énormément de magasins. On a perdu quasiment 10% de notre parc. Hein. C'est 320 magasins qui ont fermé quand même entre 2023 et 2024. C'est énorme, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés des producteurs, mais les magasins spécialisés bio ont été en énorme difficulté. Enfin, rendez-vous compte, 300 magasins qui ferment, c'est des milliers d'emplois derrière aussi. Donc nous aussi, on a connu, je dirais, notre pain noir, même si en bio, manger du pain noir, c'est pas trop mauvais, mais en tout cas, dans le business, c'est pas idéal. Donc 2024, effectivement, un rebond. On n'est encore pas complètement sorti, mais comme le disait très justement Jean, il y a une espèce de... Les hirondelles ne font pas le printemps, dit-on, mais elles donnent un signal que le printemps arrive. Donc on pourrait dire qu'on a commencé à voir les hirondelles en 2024 et on espère cette fois-ci qu'on va voir le printemps en 2025. Et en tout cas, effectivement, les chiffres de début d'année sont plutôt corrects. On est sur les mêmes tendances de croissance de chiffres, périmètre constant 1, 7, 8 et à peu près 5 sur le marché total. Là aussi, si je prends les deux mondes de la distribution, la grande distribution n'est pas complètement repartie. Suivant les sources, on parle de -5, -3, enfin en tout cas l'année dernière, hein, mais là aussi les sources ne sont pas toujours d'une fiabilité de dingue. Et donc la distribution SP, elle pour le coup serait partie. Et c'est pour ça que le total bio n'est pas encore positif, puisque c'est la grande distribution qui a tiré vers le bas. Alors quelle analyse on fait sur pourquoi le marché bio a rencontré une telle crise, en tout cas d'un point de vue consommateur, et dans les analyses que nous on a pu tirer. Donc premier point, effectivement, le pouvoir d'achat, ça a l'air d'être une lapalissade, mais c'est vrai que les produits bio ont fini par paraître produits de luxe. Effectivement, quand on a une
une problématique de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que son salaire n'a pas augmenté corollairement à l'augmentation et à l'inflation des produits. Effectivement, on fait des choix alimentaires. On se dit peut-être que naturel c'est bien, produit pas trop transformé c'est bien, mais bio c'est trop cher et donc je vais pas consommer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un grand travail nous en distribution spécialisée pour rendre cette bio accessible. J'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième, c'est la compréhension réelle du consommateur sur ce qu'apporte réellement la bio. Je pense que le logo AB, alors pas l'Eurofeuille, parce que lui je pense qu'il a très peu il n'a pas une notoriété de dingue, mais le logo AB il est très bien connu au niveau des Français. Mais par contre, pendant des années, les gens de la bio ont communiqué sur la bio, c'est pas de pesticides. Plus ou moins, pour le néophyte que à l'époque moi j'étais, c'était juste la bio, il n'y a pas de pesticides. Ok, ce qui est pas tout à fait ça en plus, dans la réalité des faits, on le sait, il y a eu quelques débats ces derniers temps. Et il y a des nouveaux logos qui sont arrivés, alors qu'ils n'ont pas une notoriété de dingue, mais qui donnent une image de c'est bien. Haute valeur environnementale, qui est une intention de bonne pratique d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai rien contre les intentions de bonne pratique. Je vous explique juste ce qui s'est passé dans la tête du consommateur. C'est pas que haute valeur environnementale ou sans résidus de pesticides a une grosse notoriété. Faut que j'accélère. Ouais, je sais, mais moi je m'emballe là. Mais après, je vais aller vachement plus vite. C'est vrai, non, mais c'est les trois points clés finalement. Pourquoi la crise ? Tu pourras me laisser 1 minute ou 2 ? Non, je vais essayer d'y aller un peu plus vite. On est venu effectivement, expliquer aux gens qu'il y avait tout un tas de nouvelles certifications qui faisaient du bien aussi. Le haute valeur environnementale, on a limite l'impression que c'est mieux que bio. Le sans résidus de pesticides, finalement, quelle est la différence avec la bio, puisqu'on nous avait dit que la bio c'était sans pesticides. Et tout ça pour 20% moins cher. Plus ou moins, c'est les grandes données. Donc effectivement, le consommateur, il s'est mis à acheter d'autres choses que la bio en se disant, mais finalement, c'est presque bio ce que j'achète. Donc ça aussi, ça a perturbé la consommation. Et en sortie du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des nouvelles aspirations, et notamment la notion de plaisir, vu qu'on va tous mourir. Finalement, non aux choses qui sont bonnes pour la santé, non aux choses qui sont bien pour l'environnement. Ce que je veux, moi, c'est vivre et me faire plaisir, si je fais simple. Donc, si on regarde les facteurs clés de la reprise pour le coup, là, depuis 2024, nous, on identifie à peu près qu'elles sont de 50 pour les magasins spécialisés bio. La première, c'est que la GMS semble un petit peu se désengager de la bio et de sortir des corners dédiés bio. Donc il y a une part du B ou d'offres qui est en train de diminuer en grande distribution. On pense au profit des magasins et des spécialistes que nous sommes. Première chose. Deuxième chose, effectivement, comme il y a eu très peu d'inflation en 2024, ça rend la bio un peu plus accessible, en tout cas aux yeux des consommateurs. Et l'écart entre le conventionnel et la bio s'est un peu diminué. Donc là aussi, on pense que ça a eu un effet bénéfique. Les fruits et légumes, et il y a de plus en plus d'éléments positifs autour des fruits et légumes bio en magasins spécialisés bio, parce qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties qui ont montré que finalement, c'était pas plus cher d'acheter en magasin spécialisé bio des bons fruits et légumes bio plutôt qu'en grande surface. Donc ça aussi, on en a profité. On a eu peu de retours de polémiques médiatiques. Alors, il y en a eu quelques-unes, du bio-bashing, un petit peu de partout sur la bio. On a été un peu moins concernés, nous, les magasins spécialisés bio. Et pour le coup, alors, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Il y a eu beaucoup moins de magasins, puisqu'il y a 371 magasins qui ont fermé en 2022. Quelque part, la part d'estomac, elle n'a pas diminué de dingue, mais il y a moins de magasins. La grande distribution fait un peu moins recette et ça bénéficie aux magasins spécialisés bio. Si je fais 5, c'est simple, c'est à peu près ça, les grands facteurs clés de la reprise. Et si je prends la suite, du coup, parce que j'essaye de rattraper mon retard, il faut me suivre. Comment on identifie aujourd'hui la consommation et le consommateur autour de la bio? Donc nous, on pense qu'il y a deux cibles assez distinctes dans ce monde de la bio. Il y a les bio-addicts qui sont le noyau dur pour nous, les magasins spécialisés bio. Ces gens-là, ils sont ultra convaincus, ils sont engagés. Après le Covid, avant le Covid, ils sont toujours restés fidèles. En fait, c'est resté notre cœur de consommateur. Quelque part, si on continue à faire les choses correctement vis-à-vis d'eux, en transparence, en continuant à avoir effectivement la qualité qu'on peut leur proposer, en leur donnant du rationnel. Vous verrez que nous, on travaille beaucoup autour du Nutri-Score, du Planet Score, qu'on pense être des éléments rationnels pour nos consommateurs. Mais ces gens-là, ils ont continué à être très fidèles aux magasins spécialisés bio, et je pense qu'ils continueront à l'être. La cible qui nous a un peu quittés, c'est celle qui va venir après. Alors, je passe le slide, hop, s'il vous plaît. Donc, ils n'ont pas bougé ça démontre qu'ils n'ont pas bougé effectivement leur acte d'achat. Ils sont bien restés en magasin spécialisé bio. Ils étaient déjà et ils ont continué à l'être, voire même un tout petit peu plus. La cible qui a bougé, c'est ce que j'appelle les bio-sensibles ou bio-citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout hostiles à une proposition bio, mais il faut qu'on leur explique un peu ce qu'il y a derrière ça. Donc cette cible-là, c'est une cible qui est en croissance, qui est comme sensible à la santé et à l'environnement, mais qui ne le met pas forcément en supra-attente. Et d'ailleurs, vous le verrez, nous, sur La Vie Claire, on a décidé plutôt de communiquer sur des propositions plutôt autour du goût, du plaisir, et ensuite de la santé et de l'environnement, parce qu'effectivement, ils y sont sensibles, mais ce n'est pas forcément le premier acte d'achat qu'ils vont faire si on ne leur communique que
des valeurs de santé et d'environnement. Les freins qu'ils ont, ces gens-là, et notamment quand ils nous ont quittés. L'accessibilité prix, c'est le premier frein. C'est ça qui peut leur permettre de bouger des magasins spécialisés bio et plus généralement de la bio s'ils se disent finalement la proposition qu'on me fait en bio est beaucoup plus chère et quelque part je ne sais pas quel rationnel j'ai, je ne sais pas quel émotionnel j'ai derrière et du coup je quitte ce segment. Donc, première chose. La deuxième, c'est ce que je vous disais, hein, la confusion face au label, mais ça va jusqu'au local. À un moment donné, il y a certaines personnes consommer local en disant c'est bio parce que c'est local. Ouais, non, c'est pas parce que c'est local que c'est bio. Donc il y a eu un espèce de mélange des gens. Donc là aussi, ils se sont dit ouais, mais local, je connais le producteur, c'est sympa. Je suis allée cueillir des pommes de terre dans son champ, donc c'est forcément bien et bio. Non. Donc là aussi, je trouve qu'il y a eu un petit amalgame autour de tout ça. On a manqué de pédagogie, je pense, pendant pas mal d'années autour du monde de la bio pour expliquer ce que c'était gentiment, sans que ce soit une opposition des mondes. Dire finalement, je me rappelle la première fois que j'ai parlé avec l'actionnaire actuel de la Vie Claire, je dis la bio n'a pas le monopole des valeurs. Il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, il n'y a pas les bons contre les mauvais. Il y a des très bonnes choses qu'il faut mettre en avant, sans dire que tous les autres sont des mécréants. Ce n'est pas le sujet. Donc là aussi, je pense qu'on a peut-être manqué un petit peu de pédagogie vis-à-vis des gens en disant tout le bien qu'il y a derrière la bio, sans opposer les mondes. Parce que moi aussi, je crois qu'il faut parler au plus grand nombre. Et ces gens qui sont déjà biosensibles, c'est déjà beaucoup de monde à parler. Si on peut parler plus largement à tous les consommateurs, c'est bien, mais je pense qu'il faut déjà parler à ces gens-là de manière très claire. Il faut aussi parfois expliquer pédagogiquement certains produits. Alors là, je vais plutôt parler par exemple de compléments alimentaires, parce que dans nos magasins bio, on trouve de l'alimentaire et du non-alimentaire, notamment du complément alimentaire. La première fois que je suis rentrée de manière très analytique sur un magasin bio, au départ, je me suis dit « Ouloulou, il y a des trucs, c'est mouton à 5 pattes. Hein. Ouh là, ça fait peur. » Enfin, surtout dans le complément alimentaire, comme par exemple le plasma marin. La première fois que j'ai découvert du plasma marin bio, je me suis dit, c'est pointu quand même, hein. Est-ce que ça fait mal, docteur? Là aussi, il faut expliquer, il faut accompagner. Comme la bio, qu'est-ce que c'est la bio? C'est pas juste du sans pesticides, c'est des méthodes de production, c'est des cahiers des charges spécifiques, c'est du respect des saisons, c'est de la biodiversité, c'est tout ça. Et ce ne sont que des choses positives, mais il faut, je dirais, avoir une communication qui soit, et je pense que l'agence bio le fait très bien, une communication qui soit positive et qui donne envie. Alors sur ce biosensible, effectivement, combien de temps me reste-t-il? Une bonne minute. Et demi? Et demi alors. Parce que tout à l'heure, j'ai rigolé quand Jean, je lui dis il lui reste 5 slides, je lui dis il lui en reste 10 et moi il m'en reste 3. Bon, je vais essayer d'aller vite. Sur les biosensibles ou bio, c'est pour ça que je pense que c'est un peu de rationnel que je voulais vous apporter. Il n'y a pas uniquement les éléments de santé et d'environnement qui comptent. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça c'est des chiffres qui sortent d'une présentation que j'avais vue à l'agence bio. Si vous regardez l'attente par rapport à la santé et l'attente par rapport à l'environnement, c'est ce qui a le plus baissé ces derniers temps. Et l'attente par rapport au plaisir, à l'hédonisme, c'est ce qui a le plus augmenté. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement dans nos communications qu'on soit intelligent pour à la fois avoir de bon équilibre sur ce que la bio m'apporte d'un point de vue santé et environnement et en même temps le plaisir que je vais en retirer. Moi je dis toujours quoi de mieux qu'une tomate de plein champ bio qui a poussé à la bonne saison. On va se régaler et je pense que c'est le premier message qu'il faut faire passer et ensuite le rationnel autour de la santé et l'environnement. Et alors j'ai encore 30 secondes pour finir quand même, merci. Christophe m'a dit 1 minute. Je plaisante. Juste la Vie Claire là-dedans, comment nous on s'est comporté vis-à-vis de tous ces éléments et tout ce qu'on appelle les insights consommateurs qu'on avait pu retirer. Donc la Vie Claire, elle s'est plutôt bien comportée puisque, vous voyez là, vous avez les chiffres à périmètre constant. Donc jaune, magasin spécialisé bio et bleu, la Vie Claire. Donc on est un peu mieux que le marché. Et qu'est-ce qui a été notre fer de lance depuis 3 ans? On a travaillé sur plusieurs sujets. Le premier, notre marque. On a 2000 produits à marque la Vie Claire avec des cahiers des charges spécifiques, un peu plus aboutis même et encore un peu plus développés que le monde de la bio. Justement dans la volonté de réassurance, c'est les fruits et légumes, c'est le pain, c'est les compléments alimentaires. Ça, c'est le cœur, je dirais, de ce qui a fait la différence parce que c'est un gage de réassurance pour nos consommateurs. On a beaucoup travaillé à l'accessibilité prix parce que ça nous semble important au travers d'une offre de petits prix bio dont 100 qui sont à moins de 3 €, au travers d'une politique d'action commerciale. Ça aussi, ça a été un gros travail. Et je dirais le dernier point, et après je laisserai la parole, c'est notre raison d'être qui a guidé toutes nos communications et nos actions qui étaient donner à chacun le goût de mieux consommer pour prendre soin des hommes et de la terre. Et je dirais que ça résume tout le discours que je vous ai tenu jusque-là. Vous voyez, donner à chacun le goût, donner envie, mais derrière le goût, il y a la notion de plaisir, pour prendre soin des hommes et de la terre, derrière la santé et l'environnement. Donc en 1, le plaisir, le goût, et en 2 et 3, des aspirations plus santé et environnement. Voilà un petit peu nous ce qu'on a travaillé depuis 2-3 ans, avec plutôt des résultats qui vont dans le bon sens. C'est pas si mal,
J'ai parlé à toute berzingue, par contre. Hein. Merci Christelle, vous m'aviez prévenu, vous étiez bavard, mais on va dire que vous êtes dans les temps quand même, tout va bien. En tout cas, en effet, on sent que le sujet est vaste, touffu. Pour vous, ça a été un sacré challenge à relever d'arriver à la vie claire. Merci pour ces éclairages. Christophe, je vous laisse la main sur Merci. Votre analyse du marché. Alors, juste, je vous présente un tout petit peu, si on peut directement aller sur le slide suivant. Voilà, sur celui-là, en fait, donc, moi, je dirige une entreprise qui s'appelle Ecotone. Ecotone, c'est une entreprise européenne lyonnaise, donc on est basé à Lyon. Et on a pour mission, l'entreprise a mission, d'aller protéger la biodiversité dans l'alimentation. Et on essaie de le faire à grande échelle. On est une entreprise de taille intermédiaire, de plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nos marques, donc vous avez certaines marques qui sont là, que vous connaissez bien en France, comme Bjorg ou Bonne Terre, par exemple, il y en a d'autres. Et bien, nos marques en France, elles sont à peu près dans un foyer sur deux en France. C'est-à-dire que pour nous, le bio, on voudrait que ce soit l'agriculture de demain pour tous, mais c'est déjà, vous allez voir, et je vais vous donner les éléments en complément de ce qu'a dit Christelle, essentiellement centré peut-être sur les épiceries bio en grande distribution, puisque c'est là où on vend Bjorg, par exemple. Vous allez voir aujourd'hui que c'est déjà un marché qui est très important, et on va vous dire comment nous, on comprend pourquoi le consommateur est toujours là et pourquoi il continue à revenir en bio, et on va vous expliquer quelle est notre compréhension, qui n'est pas très différente de celle de Christelle, quelles sont nos clés du succès, en fait, pour rentrer dans le quotidien des Français et des Européens. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est, et Christelle en a parlé, on observe, quand on regarde l'épicerie bio, donc nous, on vend des produits d'épicerie bio, hein, vous connaissez peut-être Bjorg avec ses bons fruits au chocolat, ses boissons végétales, etc. On fait du thé aussi avec d'autres marques. En fait, vous avez du bio à peu près partout, mais vous avez comme un magasin bio dans des hypermarchés. Et ça, on les trace, on les suit avec des études tous les mois, donc on a les chiffres. On a observé effectivement, à l'occasion de l'inflation, une baisse qui est plutôt un ajustement entre l'offre et la demande. Les gens n'ont pas arrêté de consommer bio, d'accord ? Mais objectivement, il y avait un peu trop de magasins bio par rapport à ce que le marché pouvait absorber en période d'inflation. Et les rayons de la grande distribution étaient un peu trop développés par rapport à ce que les consommateurs étaient prêts à acheter en période d'inflation. Donc c'est pour ça que vous avez entendu que les rayons se sont un peu rétrécis. Et ça s'est fait au détriment en fait des derniers arrivés. C'est-à-dire que les derniers arrivés sont souvent les premiers partis. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup d'industriels du conventionnel, de l'alimentation traditionnelle et conventionnelle, qui se sont dit tiens, si j'essayais de faire quelques produits en bio, après tout, il y a l'air d'avoir de la croissance. Également beaucoup de start-up qui avaient démarré. Bon, ces deux éléments-là, ils sont partis en fait, parce que le marché ne les absorbait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est, et sur le chart suivant, s'il vous plaît, c'est en fait, quand on a les produits de grande consommation, les PGC, on observe qu'ils continuent à être en baisse en volume, hein, puisqu'il y a encore un tout petit peu d'inflation. Et nous, on observe, un peu comme les magasins bio, que sur l'épicerie bio du rayon spécialisé, on observe une reprise de la consommation sur le deuxième semestre, et on a un début d'année également qui est en croissance. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi, en fait. Donc le chart suivant, s'il vous plaît. Donc les magasins bio, Christelle en a parlé, les magasins bio ont eu une remontée antérieure même à ceux de la grande distribution, parce qu'il y a eu, si je puis me permettre, un nettoyage du parc de magasins, c'est-à-dire que les magasins qui n'étaient pas bien positionnés n'ont pas survécu à la période de forte inflation, et du coup, le marché est reparti un peu plus vite. Le chart suivant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde ce qui se passe tout autour de nous en Europe, même en période où il y a de l'inflation, vous voyez en Angleterre, qui est un pays où le bio pèse que simplement 2% de l'alimentaire, quand en France, à peu près 5 à 6, en Angleterre, le marché est en croissance assez forte, à 6%. C'est assez important. Aux Pays-Bas, qui sont des gens très près de leur sous, comme vous le savez, j'ai des collègues hollandais, en fait, il est en forte croissance à 9%. En Allemagne, il reprend en croissance à 4%. C'est-à-dire que vous avez toujours une demande qui est présente. Et en fait, je vais vous dire un petit peu pourquoi, notre compréhension de pourquoi cette demande est là. Alors, quand on revient sur la France, en fait, à gauche, vous avez ce qu'on appelle la pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de foyers français qui rentrent au moins une fois par an dans les rayons d'épicerie biologique en grande distribution. C'est 75% des Français. Le bio, c'est une réalité aujourd'hui. Vous avez 90% des ménages français qui mangent bio au moins une fois par an. Notre challenge en tant que producteur ou distributeur, c'est que cette fréquence augmente, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à écouler les productions agricoles biologiques.
Voilà. Et à droite, on voit que la demande continue à monter, à peu près à 5%, au moment où la grande distribution également continue à baisser le nombre de références, mais la demande intrinsèque des produits continue à monter. Et en fait, cette reprise qu'on a vue à la fois en magasin bio, au cœur de l'inflation et en grande distribution, on s'est demandé, tiens, c'est assez bizarre parce qu'elle revient au moment où nous, on observe une polarisation des modèles agricoles avec cette maison, le Sénat, qui propose le retour des pesticides tueurs d'abeilles, le gouvernement précédent, Attal, qui a commencé à dire finalement, les pesticides, on n'a qu'à changer la mesure, tout ira bien. Et les consommateurs, ils n'aiment pas ça, ils comprennent que ça ne va pas. Et de l'autre côté, vous avez une agriculture qui est claire et qui vous dit, et une alimentation, chez nous, vous ne trouverez pas de pesticides de synthèse. Voilà. Et ça se fait au moment, chart suivant, où les consommateurs, eux, entendent chaque semaine des informations sur la pollution des nappes phréatiques, par exemple. Vous avez 8 Français sur 10, c'était la Maison de la Bio l'année dernière qui avait fait une étude, qui se déclare inquiet des conséquences liées aux pesticides de synthèse. La semaine dernière, vous avez une étude de la Commission européenne qui vous dit que 31% des nappes phréatiques sont contaminées à des niveaux qui ne sont pas acceptables. Donc, même au moment où vous avez, on va dire, un lobby, mais un peu plus, on va dire, une contrainte économique, on va dire, exprimée par la FNSEA qui dit attention, nous, on a du mal à vivre avec des standards de très haute qualité, on a besoin de pesticides. Les consommateurs français, eux, ont l'information que les pesticides, ce n'est pas bon pour la santé et ce n'est pas bon pour les sols. Et se tournent vers l'alimentation biologique. Je voudrais juste signaler que jeudi, d'ailleurs, à ce propos, il y a une initiative de plusieurs ONG que nous supportons chez Ecotone et que également organise la Maison de la Bio, qui s'appelle Tous Exposés et qui va être une plateforme interactive qui va donner à chacun l'information sur les pesticides et la nature des pesticides près de chez vous. Voilà. Donc, il existait déjà une carte France des pesticides à laquelle nous avions participé, mais vous allez avoir un peu plus d'informations. D'accord ? Donc aujourd'hui, les Français sont inquiets, à juste titre, ont besoin d'informations. Cette information est de plus en plus disponible, et ça constitue quand même le moteur clé de la raison d'être de l'agriculture biologique. Alors, pour terminer, en fait, comment nous on fait pour stimuler la demande? On ne compte pas simplement sur le logo bio, puisque le logo bio, vous pouvez acheter, parce qu'après tout, je suis concurrent de madame à ma droite, c'est-à-dire qu'elle vend des produits à la marque La Vie Claire, moi je vends des produits à la marque Bjorg. Donc mon travail, en fait, c'est... absolument, et donc notre travail, c'est d'aller franchement aller créer des meilleurs produits. Donc nous, on passe notre temps chez Ecotone et sur Bjorg, par exemple, vous avez mis à créer des meilleurs produits parce que les consommateurs, ils vont adopter une alimentation biologique au quotidien si, ils connaissent les marques. Donc, on a beaucoup d'investissements médias sur Bjorg. On fait ce qu'on peut. On a des campagnes qui s'appellent Bjorg to be alive, que vous connaîtrez peut-être. On verse beaucoup de royalties à Patrick Hernandez. Mais en fait, l'idée, c'est de marquer les consommateurs sur qu'est-ce que c'est qu'une vitalité positive par la bio. Des meilleurs produits, on passe notre temps à fabriquer des produits en se disant il faut que mon produit soit meilleur que celui de mon concurrent, mais également d'abord et surtout celui des produits conventionnels. Et on passe beaucoup de temps à améliorer le rapport qualité-prix. On pense toujours que le bio, c'est très cher. Je vous ai pris 2 exemples. J'ai flouté volontairement les marques de droite pour pas que vous ne pensiez pas que je les reconnaisse. Mais vous avez une boisson végétale de Bjorg. Une boisson végétale de Bjorg, vous avez son prix là, et puis vous avez son concurrent qui n'est pas bio, ou un thé Clipper, et puis un concurrent avec un éléphant qui n'est pas bio en tisane. En fait, très, très sérieusement, en fait, et c'est ce que fait la Vie Claire et d'autres distributeurs aussi, on a à cœur d'aller dans le quotidien de tous les Français. Donc, et ce ne soit pas une épicerie de luxe réservée aux gens qui habitent autour du Sénat. Donc nos marques, elles sont présentes dans près d'1 foyer sur 2 en France. Et elles le font parce qu'on a des bons produits que les gens préfèrent, avec des marques que les gens connaissent, et à des rapports qualité-prix, en fait, qui sont là pour permettre à tous, demain, de manger bio. Voilà. Merci pour cette présentation et présentant les enjeux d'un gros acteur de la transformation comme Ecotone. On voit qu'en effet, on sent les convictions déjà dans votre façon de présenter et l'énergie que vous avez.
Je pense qu'on va maintenant passer aux réactions de la salle ou aux questions de la salle. Levez la main. Merci. On a beaucoup parlé de santé, vous en avez tous un peu parlé. Alors d'abord une remarque sur One Health. Il y a un chercheur, François Collier-Tilleul, qui parle maintenant de santé commune et qui rajoute la santé sociale. Voilà, juste ouvrir un peu le champ, ça me paraît intéressant. Et la question est plus pour Jean. Le PNNS prévoit 20% de bio sur les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales. On connaît l'impact positif de la santé sur le bio. Le Nutrinet Santé Bio sort des chiffres chaque année intéressants. Et je découvre, je ne savais pas, que le ministère de la Santé ne fait pas partie des ministères à l'Agence Bio aux côtés de la transition écologique et de la souveraineté, agriculture, souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez demander en plus pour avoir un troisième soutien pour ne pas faire disparaître, éviter que l'agence disparaisse? Oui, c'est quelque chose qui amène notre réflexion. Il y a 2 ans, on a élargi la gouvernance, puisqu'on était 4 administrateurs aux côtés de 2 ministères, 4 familles professionnelles. Et on l'a élargi à la distribution spécialisée, la grande distribution et puis les interpôts régionales. Mais on a déjà fait des tentatives informelles et un peu plus formelles auprès du ministère de la Santé pour les amener à notre sujet. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi. Ils se disent, bon, là, c'est l'agriculture biologique, c'est le fait du ministère de l'Agriculture. Mais bon, on ne désespère pas parce que, notamment sur les mutuelles, la Maison de la Bio porte, Christophe le disait, une réflexion, et il y a eu une présentation également au Parlement européen, une réflexion entre santé avec les MSA et les mutuelles, une réflexion, enfin les MSA c'est plus timide, mais ils ont les chiffres, mais les mutuelles en France sont tout à fait pro-bio et s'engagent dans ce sens. Donc on attrape par un petit bout, mais on attrape par où on peut. Et déjà, si on a une partie qui est convaincue, c'est quand même de plus en plus des forts contributeurs au remboursement sur les problèmes de santé. Donc effectivement, ils sont très intéressés, ils nous soutiennent et ils donnent de plus en plus d'échanges avec les mutuelles. Et on espère demain avec le ministère de la Santé. Mais si tu as une entrée, je suis preneur. Alors, Pascal Solana pour Culture Bio, le magazine de Biocop. Est-ce qu'on peut imaginer que à l'horizon de 15 ans, 20 ans, le changement climatique impacte la production et donc l'offre? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Et ensuite, du coup, comment la bio s'en sortirait, comment l'assortiment bio s'en sortirait et comment répondre finalement à ce que Pascal Ebel nous disait tout à l'heure. Pour être accessible, il faut passer par un élargissement de l'offre. Est-ce que c'est compatible? Alors, il y a plusieurs questions dans tout ça. Alors déjà, concernant les magasins spécialisés bio, des engagements justement pour aller dans le sens de l'amélioration des changements climatiques, tous nos engagements RSE au niveau des packaging, au niveau des déchets, nous on est très vrac aussi. Donc je vais répondre après aussi à votre question. Hein, mais donc on est quand même parmi la distribution les plus engagés en cette sorte. Magazine Biocop, c'est ça que vous avez dit? Oui, donc je pense que Biocop est quand même un bon référent là-dedans. La Vie Claire aussi. Donc pour répondre à votre... alors moi, je vais prendre mon cas, La Vie Claire, parce que pour le coup, nous, on a 6000 produits au sein de notre offre, dont 2 tiers alimentaires, 1 tiers non alimentaires, et on est convaincu qu'on a le bon nombre d'offres en fait. Donc c'est pas la peine d'en rajouter en gigogne des dizaines et des dizaines d'offres. Je pense que Biocop en a beaucoup plus, ils sont plutôt sur 10-12 000 à mon avis de référence, mais on est convaincu qu'il faut répondre aux différentes unités de besoin, mais c'est pas possible, c'est pas nécessaire d'être pléthore, et quelque part nous ce qu'on fait c'est qu'on est à périmètre constant de nos offres. Quand il y a quelque chose qui marche moins bien ou qu'on n'a plus, on le remplace par quelque chose d'autre. Alors je parle vraiment pour la stratégie La Vie Claire, hein, mais nous, on est convaincus que c'est pas la peine d'avoir des centaines et des centaines de références. Il faut les bonnes références, il faut les bonnes UB, il faut répondre à un certain niveau de besoin. Quand il y en a qui marchent plus, on n'a plus la possibilité de les approvisionner, on les arrête et dans ce cas-là, on change par quelque chose. Donc on n'est pas vraiment dans une optique, nous, de
développer très fortement nos gammes, mais plutôt de rester contraints, surtout dans cette réflexion aussi que, pour le coup, effectivement, il y a certains approvisionnements qu'on n'a plus, donc on essaye de basculer par aussi des choses qui peuvent le remplacer. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, nous, on ne pense pas qu'il faudra des milliers d'offres au sein de nos enseignes, mais plutôt les bonnes offres. C'est plutôt ça. La juste quantité aussi, malgré tout. Vous voyez, nous, on promeut le vrac. On veut aussi une consommation qui soit juste et raisonnable dans l'approche, plutôt que d'acheter 1 kilo de je ne sais pas quoi, achetons la juste dose, et c'est pour ça qu'on fait du vrac, notamment aussi, pour aussi pallier peut-être des futures problématiques d'approvisionnement qu'on aura. Alors, nous, les magasins spécialisés bio, pour l'instant, on n'est pas du tout confrontés par ça, à ce stade, parce que, en plus, la grande distribution a un peu réduit sa volumétrie, donc quelque part, ça fait un report aussi pour nous. Donc, aujourd'hui, on ne sent pas les problématiques de diminution des approvisionnements. On fait des projections, parce qu'on y travaille quand même. À 10-15 ans, on n'a pas encore de signaux d'alarme sur le fait qu'on ne pourra pas s'approvisionner sur les produits qu'on propose dans nos magasins. Voilà. Moi, je voulais vous questionner sur les questions de goût. En fait, ça m'est arrivé. Je me définis comme biosensible dans ce que vous dites, c'est-à-dire pas. Je suis pas. Vous êtes un biosensible, vous alors. Bioaddict, c'est-à-dire que je ne suis pas exclusif du reste. Donc ça m'arrive de manger des deux, et c'est vrai que ça m'est arrivé de me dire, franchement, c'est bon ce que je mange en bio. C'était chez La Vie Claire. En termes de goût. Alors je n'irai pas plus loin dans le détail, mais. Donc, je pense que vous souhaitez faire cette communication sur le bon goût, en fait, c'est ça. Mais au-delà de cette communication positive, qui est sûrement très importante, est-ce qu'on a des enquêtes, en fait, sur la façon dont les gens perçoivent le goût du bio? Parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, je peux vous répondre si vous voulez. Donc, nous, on passe notre vie, en fait, à tester des produits, bio et pas bio, et vérifier s'ils sont meilleurs que des concurrents. Donc, en fait, parce qu'on ne va pas forcer les gens à manger bio parce que c'est bien. Ils vont y venir et y revenir parce que c'est bon, en fait. Et donc, si vous veniez chez nous, vous verriez, il y a des dégustations toutes les semaines de produits. On vérifie que notre muesli aux fruits, il est meilleur que le muesli du concurrent. On le fait à l'aveugle. Que les végétaux sont bons, que nos arômes de thé sont corrects, que notre chocolat il est meilleur. Enfin, on passe notre temps à faire ça, c'est-à-dire que, comme le disait Christelle, on est d'abord en alimentaire, donc on a à cœur que le produit soit préféré. Je pensais beaucoup aux produits bruts, c'est-à-dire aux fruits, légumes, la viande, le lait, des choses comme ça. Alors, moi, je vais répondre pour La Vie Claire, parce que dans le plan stratégique qu'on a depuis 3 ans, pour tous nos produits à marque, on a lancé un grand chantier qui s'appelait Fonds de rayon, où l'idée, c'était effectivement de déguster en interne, donc avec tout un panel interne, nos produits qui soient bruts ou non d'ailleurs. Ça peut être de la viande, ça peut être du lait, ça peut être des œufs, peu importe, sur l'intégralité du panel des produits La Vie Claire. Et à chaque fois, on a décidé de comparer nos produits vis-à-vis de souvent le référent du marché, puisque le leader du marché aujourd'hui c'est Biocoop, donc on comparait vis-à-vis aussi des produits Biocoop, mais aussi vis-à-vis de produits conventionnels, parce que là aussi on n'en parle peut-être pas assez, mais alors je vais prendre un exemple qui pour moi je trouve le plus flagrant, c'est la pâte à tartiner. Quand même il y a un référent non bio dans la pâte à tartiner qui est quand même extrêmement connu, qui est un petit peu le référent goût pour beaucoup, et donc en fait on a décidé de goûter notre produit La Vie Claire vis-à-vis de notre produit, vis-à-vis de la concurrence, Biocoop, Naturalia, et aussi vis-à-vis de cette fameuse célèbre pâte à tartiner, justement pour être sûr qu'elle était au moins aussi bonne. Au moins aussi bonne. Donc, un travail sur le goût, effectivement, c'est extrêmement subjectif le goût, donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des panels internes assez larges, justement pour être sûr que c'est bon, parce qu'effectivement, je pense que quand on parle de l'alimentaire, la chose la plus importante, c'est que ce soit bon, qu'on se régale. Et d'ailleurs, nous, c'est notre proposition chez La Vie Claire, c'est aux consommateurs et consommatrices La Vie Claire, on leur dit, vous allez vous régaler en achetant les produits chez La Vie Claire, et nous, on a veillé à ce qu'il soit bon d'un point de vue nutritionnel, et on a veillé à ce qu'il soit bon d'un point de vue environnemental avec le Nutri et le Planet Score. Donc c'est un vrai sujet, effectivement, ce goût, et je pense qu'on passe des heures au carré. D'ailleurs, le poids des fois s'en ressent, parce que des dégustations non-stop, pour être sûr, effectivement, que le goût soit au rendez-vous. Oui, je rajouterai une chose, c'est qu'on est tout à fait confiant à l'agence bio, en ce sens que la campagne qu'on va déployer, elle est justement en disant le bien manger. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous réunit. On veut être dans une communication, ça a été dit plusieurs fois là, une communication pas du tout punitive, mais positive.
Et de fait, on va conjuguer tout ça autour de C'est bio la France, C'est bio le Sénat, messieurs les sénateurs. J'ai pris le petit déjeuner avec monsieur Duplon. Il n'y avait que des confitures bio, tout le reste n'était pas bio, donc il faut élargir. Il y a du potentiel. Non. Plus sérieusement, je dirais qu'il faut élargir ça par rapport au goût. Et aujourd'hui, les produits bio sont considérés comme bons. Il y a beaucoup d'innovations également. Donc la campagne sera effectivement c'est bio la France, c'est bio l'Île-de-France, c'est bio la Bourgogne, c'est bio le fromage, c'est bio le pain. Donc ça sera conjugué de cette façon-là. C'est bio la FNAP, non ? C'est bio les chambres d'agriculture, c'est bio la conf, etc. Donc, plus sérieusement, je veux dire qu'on va conjuguer autour de quelque chose qui est rassembleur et qui est autour du goût, autour de la table, chose qui vraiment nous rassemble en France. On en est fiers, on en fait une fierté. Donc, allons jusqu'au bout de la logique, y compris dans la bio et surtout dans la bio. Moi dans les magasins spécialisés bio, on est très soutien de toute cette campagne sur C'est bio la France, parce qu'il faut savoir aussi qu'en distribution spécialisée, la plupart de nos approvisionnements sont français. Alors je vais prendre la vie claire, on est à plus de 90% d'origine française, donc c'est bien du bio français qu'on consomme. Ça aussi c'est important, je pense, de l'avoir en tête. Donc quand effectivement Bioréflexe a lancé C'est bio la France, alors déjà on était très convaincus du Bioréflexe, cette notion de démocratie, de démocratisation de ce que c'est la bio, de pédagogie, mais c'est Bio la France, ça nous semblait aussi extrêmement pertinent pour nous, les magasins spécialisés. Oui, ok. Félix Lepers pour la Fédération nationale d'agriculture bio. En fait, très rapidement, depuis 10 ans, on voit un peu se multiplier les labels environnementaux sur tous les secteurs, alimentaires ou autres. En alimentaire, on a HVE, on a zéro résidu de pesticides, on a bio. De manière générale, j'ai un peu peur que du coup, il y ait une partie des consommateurs qui se disent que les labels, c'est une manière d'essayer de nous vendre la même chose, mais en même temps en mettant une jolie étiquette dessus, et que malgré l'histoire de la bio et le sérieux de son cahier des charges, la bio se retrouve prise dans ce sac. Et du coup, est-ce que vous avez également en tête l'idée de travailler sur la confiance du label, quitte à ne pas trop présenter la bio autour des enjeux de goût ou des promesses trop trop shiny, je ne sais pas comment le dire en français, mais trop sexy, mais plutôt de manière un peu sobre, de dire en fait ça c'est un label dans lequel vous pouvez avoir confiance dans un océan de labels qui essaient de vous vendre n'importe quoi. Alors, je peux vous faire une double réponse en tant qu'administrateur de la maison de la bio et puis en tant qu'industriel, où je veux que mes produits et mes marques soient préférés. Encore une fois, ce qu'on a observé depuis un gros 12 mois, c'est qu'avec l'intensification des informations liées à la présence des pesticides et à leur côté néfaste sur la santé et l'environnement, la part des consommateurs, même au cœur de l'inflation, qui se consacrent à l'agriculture bio, remonte. Et parce qu'ils savent que c'est sans pesticides de synthèse. D'accord ? Donc c'est un élément déterminant. Et c'est pour ça que monsieur avait raison tout à l'heure, l'apport et le support du ministère de la Santé est très important, parce que ça reste la première motivation. L'agence bio fait des études chaque année où depuis 20 ans, vous pouvez voir que la première motivation pour manger bio, c'est que c'est bon pour sa santé. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pesticides. Alors il fut un temps où les gens... Et ce qu'on observe en fait, c'est que le greenwashing dont vous parlez, où la multiplication des labels faisait partie d'une initiative un peu lourde, pour expliquer que c'était presque aussi bien, de toute façon c'était quasi pareil, et bien paradoxalement, avec, on va dire, l'oubli des modèles de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement, en fait, c'est-à-dire que finalement, on a qu'à remettre plus de pesticides, de tout ira bien. Ce qu'on observe, nous, c'est que les consommateurs n'en veulent pas. Et donc, on voit une remontée des marchés, que ce soit en magasin bio ou en grande distribution, autour de cet item-là. Donc la partie industrielle, pour répondre à cette question de façon très sobre. Et après, de l'autre côté, mon autre casquette, je dirige une entreprise qui est faite pour faire préférer mes produits à ceux des autres. On ne croit pas que si simplement je vends le label bio, vous pouvez acheter demain matin une boisson végétale Lidl bio avec le même label que celui qu'il y a chez La Vie Claire ou chez Bjork, d'accord ? Donc, notre travail à nous au quotidien, c'est de créer de la différence et de la préférence sur nos produits. C'est à moi d'aller innover pour qu'en boisson végétale, là, vous aviez qu'un litre de soja il y a 15 ans, promenez-vous dans un rayon, vous allez avoir 60
type de boisson végétale de Bjorg, vous aurez votre choix et votre goût. Donc on doit amener de la préférence et de la différenciation un peu shiny, comme vous dites, mais elle n'est pas insincère. C'est-à-dire ça ne veut pas dire, pas parce qu'on fait la promotion de nos propres produits qu'on fait du dénigrement ou qu'on n'est pas vrai, en fait. Nos consommateurs, et je rejoins la segmentation proposée par Christelle, c'est des gens qui ont des exigences de transparence. Donc il faut savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient, comment c'est labellisé, quelle est la pratique de l'entreprise derrière en termes de RSE, etc. Donc il y a besoin d'aller créer cette différenciation, mais elle n'est pas forcément insincère. Moi, Sophie Tabary, du coup, je suis productrice. Et bien entendu, je porte la voix aussi des producteurs dans ma région. Et de notre côté, on a des producteurs qui vont se déconvertir. Donc, je ne suis pas inquiète dans 15 ans sur le fait que la bio aura surmonté cette crise. Par contre, je suis inquiète pour vos approvisionnements dans 1, 2 ou 3 ans parce que les conversions sont longues. Le temps de réussir, notamment, on en parlait ce matin, à transformer des systèmes en grande culture, il faut au moins 10 ans pour que le système soit solide. On est en train de perdre des fermes de 200 hectares. Enfin, c'est quand même conséquent. Donc c'est pas de votre faute, hein. C'est un fait. Mais comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous n'avez pas peur de devoir importer des produits bio, ce qui serait quand même complètement dramatique pour nous, producteurs français, et aussi difficile pour vous en termes de marketing, d'aller vendre des produits à base de bio non français? Enfin, voilà, ça pose toutes ces questions-là du court terme, qui pour moi est une question d'urgence capitale. Enfin, bonjour, merci pour vos présentations. Hugo Bessière, moi je suis conseiller départemental à Nantes en Loire-Atlantique. Je suis élu au projet alimentaire du département qu'on essaye de développer sans les compétences et sans les moyens financiers. Donc c'est pas forcément facile tous les jours, mais il y a plein de choses super qui se passent, comme ça a été le cas tout à l'heure dans les présentations. Je voulais juste revenir sur le fait que nous on a un territoire, on a 1% de bonne qualité de l'eau, 17 captages prioritaires d'eau, ils sont tous abîmés. Les femmes enceintes ne peuvent plus boire d'eau. Il y a un cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne. Enfin, il y a une situation qui est quand même assez déplorable sur notre territoire. Et les gens en sont conscients. Et pourtant, c'est hyper difficile de faire basculer derrière la restauration collective. On a 84 collèges, on n'est que à 23% de bio, on respecte Egalim, mais on veut aller plus loin, c'est hyper difficile. Mais l'angle que je voulais soulever ici, et peut-être que ça peut nous aider à réfléchir et à trouver d'autres pistes et d'autres débouchés, je m'adresse à vous tous du coup et toutes, c'est l'angle de la santé via nos anciens et nos anciennes. Je pense aux hôpitaux, aux EHPAD, à tout ce secteur-là de la restoco, qui est un angle mort pour moi aujourd'hui. Je dis ça parce que les départements sont en lien avec les EHPAD. Et nous, quand on a fait le tour, ils ne sont même pas au courant qu'il y a une loi Egalim, quoi. Enfin, en fait, je pense qu'on a établi ça à 63 millions à peu près de repas dans la restoco, rien que sur le département. Il y a une offre, il y a une demande qui pourrait se créer et générer qui est énorme. Aujourd'hui, les crèches sont quasiment dans les collectivités territoriales tout en bio parce que les parents sont inquiets. Mais ce n'est pas normal que nos anciens et nos anciennes, qui sont des publics fragilisés, mangent de la bouffe de mauvaise qualité. Donc est-ce que vous avez réfléchi à ça dans vos campagnes de communication, dans la pénétration des marchés, d'aller vers ces acteurs, bon, qui malheureusement, les EHPAD n'ont pas des gros budgets non plus, mais je suis persuadé qu'il y a un secteur à ouvrir, quoi. Je peux juste répondre, et Loïc après peut-être. Concernant la loi Egalim, puisque c'est ça que vous parlez, il y a plusieurs niveaux. Il y a la loi Egalim, la commande publique. Donc, je taquinais nos amis sénateurs, parce que bon, ils peuvent ici, c'est une commande publique, donc mettre à la fois la cantine, le buffet en bio, la cave. Non, mais je dis ça, mais c'est quand même un fleuron. Et quand on reçoit des chefs d'État étrangers, on met de belles bouteilles sur la table, donc il n'y a pas de raison. Et par ailleurs, je dirais la commande publique, le meilleur élève actuellement, c'est le ministère de l'Armée. Donc quand on veut transposer, après il y a les hôpitaux, comme on dit très justement, avec des extensions sur les EHPAD. Il y a également, bien sûr, les prisons. Enfin, ça fait beaucoup de monde globalement. Donc la commande publique, là, je dirais que c'est l'État, c'est le ministre en charge d'eux qui peut orienter directement. Après, il y a tout ce que nous a été démontré ce matin au travers de la restauration des écoles communales, enfin primaires, pardon, où c'est les communes qui le portent. Le département après au niveau des collèges, même si ce n'est pas toujours aussi facile. Et les régions, ce sont les lycées. Donc il y a toutes ces strates.
Je ne sais pas si c'est complexe comme ça dans tous les pays, mais chez nous, ce n'est pas évident. Mais chaque fois, il faut trouver de bonnes volontés. Et à l'agence bio, on essaie d'y contribuer dans nos présences au Salon des maires. On essaie d'y contribuer en ayant 3 ou 4 collaborateurs qui s'occupent de ça en permanence. Et également en ayant de la communication vers tous les acteurs pour expliquer tout cela. Donc voilà. Et ensuite, pour répondre à madame tout à l'heure sur la partie des déconversions et demain avec quoi on s'approvisionnera, je crois que c'est quelque chose que j'imagine que nos élus ici présents l'entendent, de dire ne lâchons pas le sujet de la conversion parce que demain, les acteurs économiques sur le terrain nous disent que ça va redémarrer. Et en attendant, c'est vrai qu'il y a eu des sujets compliqués. Il y en a eu sur le port. L'agence bio a piloté un budget de 2 millions. Elle est en train d'en piloter un dans les 3 laits ovins, bovins et caprins pour justement passer le cap. Et je sais que vos organisations, toutes confondues ici, militent, l'organisation professionnelle d'agriculteurs militent justement pour dire l'agriculture biologique, c'est le fait agricole comme tout fait agricole. Il y a des moments, il faut l'accompagner quand il y a une difficulté, qu'elle soit d'ordre météorologique, qu'elle soit d'ordre conjoncturel de marché, ou qu'elle soit d'une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire il y a des sinistres où les gens attendent, je l'entends volontiers, mais je n'ai pas le chéquier. Il y a des sinistres où les gens ne savent pas comment ils vont finir à la fin le mois en agriculture. Mais franchement, les connaissants et les côtoyants, vos organisations professionnelles, la plupart s'inquiètent de ça et ont porté les sujets dans les ministères. Alors, après, je pense qu'on s'inquiète tous de ça et de ce qui se passe effectivement dans la déconversion. C'est évident, c'est un gros sujet. Après, moi, je suis convaincue que c'est parce qu'il y aura une demande qui va repartir aussi fortement que du coup, ça va aussi donner de l'appétit aux gens pour ou rester en bio, ou en tout cas avoir envie d'être en bio, parce qu'effectivement aujourd'hui, avec des volumes qui ont baissé, notamment sur la grande distribution, les difficultés qu'il y a autour des cahiers des charges bio, forcément ça ne donne pas du tout envie de rester en bio et ça génère des conversions, c'est sûr et certain. Et je vais juste répondre sur la vie claire, nous ce qu'on fait, 80% de nos fournisseurs sont des partenaires de nous depuis plus de 20 ans, et notamment sur le fruits et légumes. Alors je prends le fruits et légumes que je connais un peu mieux, donc qui sont principalement des producteurs locaux, avec qui on bosse main dans la main, suivant qu'ils ont des difficultés ou pas de difficultés. Quand ils ont des difficultés, une mauvaise récolte, une récolte grêlée, ça arrive aussi, ou pas les bons calibres, ça arrive aussi. C'est travail qu'on fait avec eux justement pour leur prendre l'intégralité de leur récolte, même quand c'est pas comme on voudrait que ce soit exactement notre cahier des charges. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi pour les aider. Après, je vais prendre ma casquette du Synadis, mais je pense que des gens comme Biocop font énormément de travail aussi en la matière. Enfin, il y a plus de 3 millions. Alors ça me fait un petit peu mal de parler de Biocop, mais c'est pas grave, je le fais quand même en tant que Synadis, parce que je suis cette casquette-là. Mais quand ils donnent 3 millions pour aider leurs producteurs, ce qu'ils ont fait récemment, c'est quand même un gros soutien à la filière amont, je pense que malgré tout. Donc chacun avec ses moyens essaie d'aider la filière amont au maximum, parce qu'on a bien conscience que c'est pas évident. Et je pense que c'est pas évident pour l'agriculteur, c'est pas évident pour les magasins spécialisés bio. Je veux dire, on a tous vécu la galère, parce que nous aussi, on a 375 magasins confirmés, dont des indépendants. Donc on essaye autant que possible d'être fidèles, en partenariat, de pas tordre le cou au niveau des prix non plus. Alors on essaie de trouver le bon équilibre par rapport à l'accessibilité des produits dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense qu'à chacun, on a des actions justement pour essayer d'aider nos producteurs. Et moi, je suis convaincue que c'est par la demande que ça repartira. S'il y a une vraie demande, ça donnera effectivement envie aux producteurs de rester en bio. Voilà. Si je peux me permettre, juste sur le fait Egalim, on est quand même en pleine renégociation de la loi Egalim qui va passer sur les 2 assemblées. Et il y a certainement à faire évoluer par rapport à ça. D'une part, sur la commande publique, de favoriser ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir favoriser le local. Mais alors aujourd'hui, c'est possible, mais avec des gymnastiques extraordinaires, ça a été rappelé. Favoriser le local et ouvrir un peu l'aspect légal par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que quand il y a un fonds comme ça, 200 jours par an, c'est à peu près ça le scolaire, de fonds de business pour un agriculteur ou pour un transformateur, ça donne une stabilité. Et après, charge à lui de chercher les compléments, soit en saison, puisqu'en été, les écoles sont fermées, soit en saison, soit sur d'autres débouchés, ni plus ni moins. Et puis, je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de faciliter ou d'ouvrir un peu une réflexion sur ce qu'il y en a beaucoup qui commencent à faire, c'est-à-dire la contractualisation. C'est-à-dire de donner une visibilité, chose qu'on fait beaucoup en commerce équitable, de permettre justement
sans l'obliger, parce que bon, d'une façon volontaire, mais de contractualiser, parfois tricontractualisation entre l'agriculteur, le transfo et le distributeur. Mais c'est des choses qu'il faut favoriser, soit par le levier législatif qui permettent l'accessibilité, soit par tout simplement de la pédagogie ou des modèles de contrat, enfin, de favoriser ça et de l'expliquer à tous les acteurs, parce que là aussi, ça donne une stabilité. Et quitte à ce que ce soit dans un tunnel de prix, on sait bien que les choses ne sont pas immuables et elles varient en fonction de l'offre et de la demande et d'autres facteurs. Mais c'est quand même des pistes qu'il faut favoriser et qui ont montré dans d'autres situations qu'elles peuvent amener des réponses. Merci. Bonjour, Daniel L, au du Bassin Rennais. Moi, pour prolonger un petit peu la réflexion là, du lien entre bio et local, en fait, on s'aperçoit que dans les GMS en particulier, les filières bio locales ne sont pas du tout présentes. Et donc, comment on peut expliquer ça, sachant que l'enjeu, c'est justement d'aller dans ce sens-là pour convaincre davantage le consommateur. Et puis une question pour peut-être Pascal Ebel, c'est j'ai été étonné, j'ai pas retrouvé un certain nombre de résultats d'autres études. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que les gens se détournent un petit peu du label bio, mais plus globalement des labels, pour aller vers des marques, en particulier les jeunes, qui vont plus vers des marques. Et ça, est-ce que vous confirmez que ça va dans ce sens-là ou pas du tout? Merci. Donc je réponds à la deuxième question. Donc en effet, le fait que les jeunes achètent des marques, ça a toujours été vrai. C'est-à-dire que dans la population, ceux qui, en tous les cas, déclarent être fidèles aux marques, c'est avant tout les jeunes, parce que quand on est plus âgé, en fait, on n'a plus besoin de marques pour avoir des repères, pour faire de la consommation. C'est une question de maturité du consommateur. Et donc, en effet, il y a des évolutions qui sont récentes, en fait. C'est-à-dire que les marques distributeurs ont gagné plein de parts de marché pendant les 2 dernières années, et que là, il y a un petit revirement. Donc, il faut en effet surfer sur un moment où ce qu'il faut faire, c'est regagner du volume, puisque la valeur, on ne l'a pas, puisqu'il n'y a plus d'inflation. Donc, c'est un peu tout l'enjeu de tous les acteurs économiques. Et à la question des types d'agriculture, il faut savoir quand même que les industriels, les gros, ils essayent de développer d'autres types d'agriculture, l'agriculture régénératrice, qui mettent beaucoup de moyens, et que finalement, cette question du bio, en fait, ce qu'on voit, c'est que le consommateur, il ne connaît que le bio, parce qu'en fait, c'est le label. Et en France, c'est très important d'avoir un label qui soit reconnu par l'Europe, qui soit reconnu par l'État français, parce que le consommateur français n'a pas confiance dans les labels privés. Donc à la question qui était posée tout à l'heure sur est-ce que les autres labels ne vont pas effacer le bio, non, parce que celui qui est le plus connu, et c'est pour ça qu'il faut le réhabiliter et en effet recréer de la confiance. Il y a quand même eu, il y a quelques années, une méfiance qui s'est faite sur le bio. C'est pas que le local, que les offres concurrentes qui ont fait de la concurrence, parce que justement c'était dans la GMS en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a eu un afflux d'offres dans la grande distribution, ceux qui étaient plus biosensibles se sont dit, mais s'il y a toute cette offre, c'est que derrière, il y a de la fraude, c'est que derrière, c'est pas du vrai bio, en fait. Donc, il faut faire attention à faire une croissance aussi qui ne respecte pas, en fait, l'attente réelle, qui est qu'on veut du bio, mais qui soit local, français, et fait de façon propre. Et il y a aussi le fait qu'il y avait de la fraude sur le bio, en fait. Et je pense que les consommateurs le savent aussi. Eh bien, merci pour cette dernière intervention, Pascal. Merci à tous ces intervenants et puis aux organisateurs de cette journée d'avoir pu avoir cette table ronde autour de la consommation. Ce qui ressort, c'est que, les signaux conjoncturels sont plutôt bons. On sent qu'il y a eu, en effet, un ajustement sur notamment l'offre par rapport à cette période de forte croissance. Moi, je retiens aussi l'importance des filières. On parle de la production, de la transformation, de la distribution.
Jean, tu as parlé de contractualisation. Ça me semble extrêmement important, notamment pour garantir le revenu des producteurs. Mais si en effet on généralise la bio, mais que les producteurs ne sont pas payés ou se payent à un demi-SMIC horaire, eh ben on n'aura pas réglé toutes les problématiques du monde agricole. On a, Pascal, vous l'avez dit, cette problématique aussi du local. En effet, comment le bio est capable de s'approprier le local. Je pense que c'est important à tout niveau, autant pour les transformateurs que pour les distributeurs. Pour les producteurs, c'est plus facile parce que quand on vend directement, soit à la ferme, soit à une AMAP, soit sur un marché, ben on sait que c'est local. Mais je pense que aussi dans les filières plus longues, il faut savoir intégrer ça. Et c'est une attente, en tout cas, des Français qu'on le voit surtout. Et puis, bien entendu, les tendances de consommation qui vont toujours aussi sur des produits transformés prêts à manger, de la restauration hors foyer, privée, du snacking. Et donc ça, c'est une question pour les transformateurs. Comment intégrer ça dans une offre sans non plus trop déraper sur la qualité, autant nutritionnelle que gustative? Merci pour vos interventions.